On ne bouge pas pendant le jingle. Non, c'est une blague. Alors, merci d'être revenu nous voir pour continuer ici sur les Réno Talks. On va continuer à parler de rénovation globale et performante. Et cette fois, on va s'intéresser à la question du rôle des architectes dans ce grand chantier. Comment se transforme le rôle de l'architecte dans la mise en œuvre de ce grand plan de rénovation énergétique? L'acte de construire, il est complètement repensé avec ces plans-là. Et la complexité des travaux de rénovation globale nécessite l'accompagnement d'un expert. L'expert à toutes les étapes du projet. Évidemment, les architectes sont candidats à être mon accompagnateur rénov. Et là, on vous propose un format un peu différent, un format interview avec Jean-Michel Voulkov, qui est président de l'UNSFA. Je me suis entraînée pour bien le dire. Donc, qui est président de l'Union des architectes depuis 2019. Alors, pour commencer, présentez-nous l'UNSFA. Bonjour, merci de votre invitation et bonjour à toutes et à tous. L'UNSFA, c'est un syndicat professionnel d'architectes, au même titre que la CAPEB, que la FFB, que le SINOV, que l'INTEC. Voilà, donc c'est un syndicat professionnel, employeur professionnel, et qui chapeaute les 45 syndicats territoriaux qui existent en France d'architectes et qui est l'interlocuteur donc de la profession auprès des différentes instances gouvernementales, de notre ministre de tutelle, le ministre de la Culture, enfin la ministre de la Culture, pardon, et puis qui est l'interlocuteur de toutes les fédérations professionnelles, comme je le disais tout à l'heure, CAPEB, UNSFA. Et tous les autres, parce qu'il y a beaucoup de fédés professionnels ici, mal, donc ouais, on ne vous en veut pas si vous n'avez pas tout retenu. Vous êtes vous-même architecte de métier, vous avez votre cabinet d'architecte. Alors, d'après vous, pourquoi est-ce que cette approche globale est nécessaire à l'échelle de la maison individuelle, du bâtiment, et on va reparler un peu plus tard de l'îlot? Parce que ça, c'est un de vos combats, entre guillemets. Donc cette approche globale, pourquoi c'est indispensable selon vous? Tout à fait. Alors effectivement, je suis un professionnel architecte. J'exerce donc depuis mon agence à Lyon. Pourquoi la rénovation? L'UNSFA intervient et a créé un certain nombre de groupes de travail, a monté un certain nombre d'opérations à 3 niveaux. La première chose qu'a créé l'UNSFA, c'est les architectes de la rénovation, effectivement pour les chantiers plutôt de type individuel. Les logements, les maisons. Le deuxième Donc ça, c'est les architectes de la rénovation. Ok, c'est pour voilà, les particuliers. C'est une association que l'on a créée qui est un peu spécifique pour ça, qui a des formations et qui a un certain nombre de méthodes de travail et d'outils dédiés aux particuliers. Un deuxième axe qu'a créé l'UNSFA et que développe l'UNSFA, c'est le travail sur les copropriétés ou sur l'immeuble, avec un contrat d'ensemblier momentané qui peut se faire avec des artisans, et notamment c'est un partenariat que l'on a fait avec la CAPEB pour ce qui est logement collectif. Comme les GME, les groupements momentanés d'artisans. Exactement. C'est ça? Voilà. Et ce groupement a été validé aussi par notre compagnie d'assurance, la MAF, Mutuelle des architectes français, ne pas confondre avec l'autre qui a 2 A. Voilà. Et c'est aussi un contrat qui est validé avec l'ordre, donc on peut intervenir en tant qu'ensemblier et que groupement momentané avec des entreprises. Et puis le troisième volet qui a été monté en collaboration avec le CRH et l'opération Opéra-E, dont vous parlez tout à l'heure sur l'îlot. Et là, c'est une analyse globale de l'îlot, à la fois sur sa gestion thermique, mais aussi sur les travaux que l'on peut mener à l'échelle de l'îlot du quartier. Voilà. Alors, vous voyez ici, on a eu tout au long de ces échanges, on a eu la puissance publique, on a eu les collectivités locales, on a eu les petits artisans du bâtiment, on a eu Action Logement, on a eu des associations comme la Fondation Abbé Pierre, on a eu tout à l'heure quelqu'un qui nous parlait des bureaux d'études, évidemment les industriels, Point P, Saint-Gobain. Les architectes, on ne vous entend pas beaucoup ou un peu moins. Est-ce que vous avez une explication à ça? C'est que le marché de la rénovation n'est pas si simple à percer. Il y a beaucoup d'opérations qui se montent, mais notamment sur le travail sur les copropriétés. Le particulier, c'est assez simple à gérer puisqu'on a un décideur. La difficulté avec la copropriété, c'est que l'on a plusieurs décideurs. On a un syndic de copropriété, on a quelquefois un régisseur et on travaille avec l'UNIS aussi.
Mais en fait, on a une multitude de copropriétaires qui ont tous des objectifs différents, des potentiels financiers différents. Et en fait, le temps de montage des opérations est assez long, simplement parce qu'il y a des assemblées générales, il y a des votes. Et puis, c'est souvent sur les copropriétés des budgets quand même assez conséquents, assez lourds. Et c'est pour ça qu'en fait, que ce délai de montée en puissance est un peu long. Mais en fait, on commence à le voir. On a décerné avec le CH un prix, vous avez peut-être vu hier. Enfin, oui, hier j'ai vu là-bas. Voilà. Ce qui montre quand même que... Alors redites-moi le terme, parce que François Pellegrin avait insisté sur ce sujet-là. Rénovation énergétique globale et performante versus, enfin c'est pas que ça s'oppose, mais le terme avec le mot architecture dedans que vous préférez pour pouvoir redonner un peu de l'esthétique à tout ça. C'est le premier terme sur les copropriétés, au PRAE, c'était un terme effectivement de François Pellegrin, c'était réenchantons les copropriétés. Ouais. Voilà, c'était ça son terme exact. Non, c'est requalification architecturale. Voilà, requalification architecturale. Alors, quand on voit tous les interlocuteurs et tous les acteurs de la rénovation globale, on parle de finance, on parle d'économie, on parle d'urbanisme, on parle de social, on parle de marché. On parle des humains, on ne parle pas tellement de l'esthétique. Est-ce que, parce que vous êtes architecte, cette considération-là, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on construit un bâtiment, c'est pour 50 ou 100 ans, est-ce que c'est un peu votre cheval de bataille aussi, c'est de faire des choses esthétiquement agréables à regarder? Bien sûr, et c'est là où on parle plus exactement aussi de diagnostic patrimonial. Parce qu'un diagnostic patrimonial, c'est à la fois effectivement une rénovation énergétique, bien, mais pas que. Et c'est là où la démarche des architectes se veut holistique et se veut globale dans l'ensemble de l'opération. Ça veut dire que sur ce diagnostic, il peut y avoir différents scénarios qui se mettent en place. Bien évidemment, sur de la rénovation, à la fois des logements et de la rénovation énergétique et pour améliorer la performance énergétique. Mais en même temps, sur un épaississement, et ça c'est plutôt pour le compte des bailleurs ou des propriétaires, un épaississement des façades, des surélévations possibles. Donc il y a tout un diagnostic qui doit être fait au préalable, et c'est ça l'intérêt de l'architecte aussi, c'est qu'il peut avoir une vision pertinente sur le devenir de l'ensemble immobilier que cela représente, et d'ajouter vraiment un gain à la fois de surface et un gain de qualité d'usage pour les utilisateurs et la copropriété, et en même temps un gain esthétique. Parce que la rénovation, c'est pas simplement coller de l'ITE sur une façade et puis la peindre en blanc pour qu'elle réfléchisse la lumière ou la chaleur. Donc alors, il y a quand même un travail esthétique qui peut se faire en plus et qui se fait en plus de cette rénovation énergétique. Alors comment expliquer que les architectes ne soient pas plus consultés en amont des travaux de rénovation? Alors je parle là des particuliers, hein, d'accord? Est-ce que c'est par un manque de connaissances? Est-ce que c'est parce qu'on engage des travaux de rénovation, on croit que ça va avoir un coût et peut-être on se dit ça va me faire une ligne de budget supplémentaire de prendre un architecte? Comment vous l'expliquez? La ligne budgétaire, vous l'aurez toujours de toute façon avec un bureau d'études, un économiste ou un architecte. Donc de toute façon, il y a une ligne maîtrise d'œuvre. Et seul l'architecte a cette capacité à avoir cette dimension globale et cette vision globale de l'opération. Alors les architectes travaillent et effectivement, médiatiquement, ce n'est pas ceux que l'on met forcément en avant, ou ce n'est pas notre profession qui se met. Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est par manque d'ambition? On voit les diagnostiqueurs, on voit l'État, on voit les thermiciens. Vous, on vous voit un peu moins. Alors, je rappelle que les architectes, vous êtes sous la tutelle du ministère de la Culture. Est-ce que ça joue un peu dans votre... Non, parce que alors on est rattaché au ministère de la Culture, oui. Et effectivement, on est une profession encadrée puisque nous sommes régulés par un ordre des architectes. Mais c'est aussi cette dimension-là qu'il faut prendre en compte, justement. C'est que, étant une profession réglementée, on a aussi un code déontologique et on intervient justement dans ce cadre-là, en toute transparence, avec la copropriété ou le donneur d'ordre ou le bailleur. C'est-à-dire que la question de l'analyse des budgets, de toutes les sollicitations qu'il peut y avoir de droite et de gauche, et on n'en tient pas compte et on ne doit pas en tenir compte.
La seule chose qui nous préoccupe, c'est l'intérêt de notre client, bien évidemment, et de faire une opération dans laquelle le budget et la qualité d'usage sont les plus réussis. Alors si on prend le problème à l'envers, combien ça peut coûter à la personne qui fait de la rénovation de ne pas faire appel au service d'un architecte? C'est-à-dire, est-ce que le fait de ne pas avoir quelqu'un qui peut valider tout de bout en bout, ça peut avoir comme risque que le coût des travaux soit plus élevé que prévu ou alors qu'il soit mal exécuté? Je vous répondrai simplement par une phrase, parce que je ne vais pas parler de montant d'honoraires ni de budget. Toutes les études qui coûtent cher, c'est celles que l'on n'a pas faites. Voilà. Et surtout a posteriori. Donc l'intérêt de passer par un architecte, c'est bien évidemment d'avoir cette vision globale de la rénovation, mais en même temps de voir quel est l'impact qu'il peut y avoir à la fois de l'ensemble immobilier qui tourne autour du logement ou de l'immeuble ou de l'îlot. Et c'est par cette valeur ajoutée, puisqu'on aura une vision globale de l'opération, à la fois dans son analyse, mais aussi une vision globale urbaine, que la valeur de l'architecte est prépondérante. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour dire aux gens qui ont envie d'entamer des travaux de rénovation et les convaincre qu'il faut plus faire appel au service d'un architecte en amont? Déjà, ils ont des problèmes de reste à charge. Ils se disent, bon, les travaux, c'est pas facile, c'est compliqué à mettre en œuvre, ça coûte de l'argent. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les convaincre? Vous savez, dans une opération de rénovation, quand on regarde le coût de l'opération par rapport à la durée, les quelques pourcentages, parce que c'est les quelques pourcentages, on ne parle pas de 10 ou 15 ou 20%, les quelques pourcentages d'honoraires de maîtrise d'œuvre sur l'opération, c'est entre 1 et 2% sur la durée d'amortissement de l'opération. Donc le gain, il est immédiat et on voit que c'est... En fait, l'opération de maîtrise d'œuvre, elle est infime par rapport à la durée d'amortissement de l'opération globale. Quand on considère à la fois le coût de la rénovation et le coût de la consommation énergétique, qui est en baisse forcément. Rien que par la baisse de la consommation énergétique, les honoraires sont largement payés. Et une partie est bien évidemment les travaux. Donc c'est largement amorti par la suite. Maintenant, pour rentrer un peu dans le détail de notre sujet rénovation globale, vous, à l'UNSFA, depuis plusieurs années, vous faites des propositions assez concrètes. On en a eu un extrait tout à l'heure, et notamment sur les copropriétés. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour aller plus vite et massifier? La maison individuelle, ça va à peu près. Quand il y a un bailleur, c'est plus simple. La copro, divisée avec toutes ces petites personnes qui n'ont pas les mêmes intérêts, qu'est-ce que vous proposez pour qu'on avance plus vite pour rénover les copros? On le voit dans les prix qui ont été décernés hier et aussi dans le cadre d'un autre prix que l'on délivre avec l'USH et que l'on délivrera au congrès de Nantes de l'USH au mois d'octobre. Dans le cas des copropriétés, c'est souvent l'ingénierie financière. C'est en fait ça souvent qui est l'accélérateur de l'opération. À partir du moment où la maîtrise d'œuvre, on a analysé les choses, on l'a budgétisé, derrière, c'est en fait comment on fait passer les budgets, comment on fait valider les budgets. Donc c'est l'ingénierie financière qui est importante. Et il y a dans des appels d'offres, il y a des ingénieries financières quelquefois qui est constituée dans l'équipe de maîtrise d'œuvre ou dans l'accompagnement du maître d'ouvrage. Donc c'est cet accompagnement et cette ingénierie qu'il faut vraiment développer pour les copros. Donc c'est ça, selon vous, qui peut faire levier pour aller plus vite sur les copros? C'est un des gros postes. Et puis surtout les simulations, bien évidemment, de baisse de consommation, puisqu'en fait c'est aussi le moteur de la rénovation énergétique, c'est la baisse des charges pour les copropriétaires. Donc hier, la directrice de l'ANA, elle disait qu'il faut un peu donner envie d'avoir envie de faire de la rénovation et pas montrer que des contraintes et des coûts, montrer aussi des avantages et des gains. Donc ça peut en être un. Il y a une autre des propositions que vous faites, c'est sur la surélévation. Est-ce que pour les non-initiés, vous pourrez nous en dire plus? Et en quoi surélever l'existant, ça peut être une bonne manière de contribuer à cette rénovation globale? Ça fait, ce que je disais en préambule, c'est l'épaississement de la façade et la surélévation. Simplement parce qu'une copropriété, ou un immeuble, quand il a été construit dans les années 50, 60, 70, 80, peu importe, après 2000, c'est un peu moins fréquent, mais dans ces années-là, on avait des règles de PLU, enfin c'était même pas des PLU à l'époque, puisque c'était le fameux plan local d'urbanisme, ça s'appelait pas comme ça. Voilà, le règlement national d'urbanisme, le RNU. Voilà. Mais en fait, les PLU ont évolué au fil du temps, et les PLU, au fil du temps, ont accentué la densification. C'est aussi une des règles que l'on a vues dans les différentes lois qui sont sorties sur les 2 derniers gouvernements. Et en fait, en analysant simplement la surface du terrain, la surface construite, on voit qu'il y a il reste une possibilité de construction
simplement par le calcul des coefficients d'emprise au sol, des règles de hauteur qui existent dans les PLU. On voit qu'il existe un reste à construire. Donc possible. Il y a une carte à jouer là-dessus. Exactement. Et cette carte à jouer, elle peut être aussi bien bénéfique pour les bailleurs ou le propriétaire de l'ensemble immobilier, puisque ça lui fait permettre de récupérer des mètres carrés. Et s'il récupère des mètres carrés, soit c'est des appartements supplémentaires, soit c'est des espaces complémentaires que l'on offre au logement avec des loggias, des balcons. Sans artificialiser les sols. Sans artificialiser les sols, qui permettent en plus de jouer des écrans thermiques dans le cadre de la copropriété, parce qu'à partir du moment où on épaissit un bâtiment, qu'on crée des balcons, des loggias, on crée des écrans solaires sur les baies vitrées. Voilà, sur les baies vitrées qui se trouvent en façade. Donc on crée des brises-soleil naturelles, puisque ce sont des balcons ou des loggias. Et puis ça devient des espaces qui sont du coup appropriables par les occupants, qu'ils soient propriétaires ou qu'ils soient locataires. Est-ce que c'est beaucoup pratiqué, ça, cette surélévation ? Par rapport à l'enjeu, on a des objectifs à court terme quand même assez importants. Il faut aller vite. Est-ce qu'on le fait assez facilement ou alors est-ce qu'il y a toujours ce gros décalage entre le temps politique, le temps de décision, le temps administratif et le temps économique ? Je dirais que dans un premier temps, c'est plus facile à faire comprendre à un bailleur parce qu'il voit tout de suite les mètres carrés. Oui. Et puis surtout qu'il a une ligne de financement. Dans le cas d'une copropriété, il y a à la fois la rénovation énergétique, l'amélioration aussi de logement, parce que ça permet de changer les menuiseries, on refait de la ventilation, on refait de l'isolation, enfin il y a un certain nombre de travaux, mais on construit des mètres carrés en plus. Donc il faut que les budgets aussi de la copropriété puissent absorber ce coût de construction. Voilà. Donc là, c'est aussi un dialogue avec la copropriété pour créer ces mètres carrés. Par contre, il peut y avoir aussi une surélévation. Ce qui dit surélévation, c'est-à-dire que l'on vend des droits à construire à des nouveaux occupants, et ce qui peut faire aussi des ressources complémentaires pour la copropriété, parce que si on construit 200, 2000, 4000 mètres carrés supplémentaires, à valeur du foncier, c'est quelques centaines et quelques millions d'euros qui peuvent être aussi intégrés dans le budget de la copropriété, parce qu'on va vendre des mètres carrés à de futurs occupants. Donc la surélévation, c'est une piste que vous proposez. Maintenant, parlez-nous du collectif des architectes de la rénovation. Donc ce collectif que vous avez monté, est-ce que vous pourrez nous donner un ou deux exemples concrets de leur savoir-faire ? Alors les architectes de la rénovation, donc c'est une association au départ qui a été montée sous l'égide de l'UNSFA, que l'on retrouve dans un certain nombre de départements. Donc il y a des antennes départementales. Et ils ont des outils d'analyse, ils ont fait les premiers diags énergétiques, ils ont des formations et ils travaillent donc sur la rénovation des logements individuels, principalement sur les maisons individuelles, sur la rénovation énergétique des maisons individuelles. Donc eux, leur rôle, c'est à la fois l'accompagnement en amont, plus le diagnostic, plus le DPE, où là aussi, si les gens sont F et G, ils peuvent s'énerver, être pas contents, etc., parce qu'il y avait toute cette dimension-là, de l'acceptabilité. Et ensuite, ils peuvent être celui qui contrôle les travaux de bout en bout. Tout à fait, il les pilote, il les contrôle, et on se rend compte, et on en a discuté il n'y a pas très longtemps avec la CAPEB, enfin c'était au mois de juillet quand il y a eu les rencontres. Vous étiez en vacances avec Jean-Christophe Repon, c'est ça ? Je n'étais pas en vacances avec Jean-Christophe Repon, c'était une table ronde à Paris. Jean-Christophe passe ses vacances où il veut, moi aussi. Mais dans le cadre de cette table ronde, on a échangé avec tous les responsables fédéraux de la CAPEB et on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune fraude RGE à partir du moment où il y avait un architecte dans l'opération. Donc ça peut être un moyen de couper court au margoulin, comme on disait. Exactement, dans la mesure où on contrôle, on fait un appel d'offres, on contrôle les ordres de service, on fait des marchés de travaux. Ça veut dire qu'on regarde la qualification RGE de l'entreprise qui va réaliser les travaux. Et ça, c'est, je pense, un vrai gain de qualité, un vrai gain de confiance pour les propriétaires occupants dans le cadre d'une rénovation de leur logement. Il y a Valérie Ficotto qui nous le disait hier, les gens malhonnêtes ou mal intentionnés, a priori, ils auront du mal à pipoter un architecte si ce n'est pas une entreprise sérieuse. Est-ce que ça permet un peu de redonner de la confiance, de remettre l'architecte dans ce processus ? Bien sûr. Bien sûr, et c'est pour ça qu'on mène cette opération que l'on avait au départ monté 360 travaux avec la CAPEB, et puis finalement qui passe sur le groupement momentané, puisqu'il y a, dans le cadre de notre contrôle, puisqu'on est une profession réglementée, aussi, on contrôle la qualité des entreprises à qui l'on confie les travaux pour le compte du maître d'ouvrage. Alors comment est-ce que ça va être possible de concilier à la fois
toutes les exigences de la rénovation énergétique et la préservation du bâti. Comment on allie ces deux équations? Il faut aller vite et il ne faut pas que ça soit moche. Oui, il y a le slogan La France moche, mais c'est pas ça. C'est pour les entrées de ville, c'est pas pour les copropriétés. La préservation du bâti, c'est l'analyse. Chaque architecte a eu une formation et une expérience professionnelle qui fait que quand il est face à un bâtiment, il analyse la qualité architecturale du bâtiment, sa qualité patrimoniale. Et c'est là où il va regarder quelle va être l'intervention possible, à la fois pour répondre aux exigences de la rénovation énergétique dans sa démarche globale, et la qualité du bâti. On ne va pas mettre du polystyrène sur toutes les façades 17e, 18e, 19e des immeubles haussmanniens. Alors, il y a la question du patrimoine et des architectes des bâtiments de France. Donc ça, c'est une partie du sujet. Les 3/4 des bâtiments, c'est pas ça. Donc ça veut dire qu'à des moments, le travail va se faire sur les menuiseries extérieures, qui est le principal point de déperdition. Et puis, à ce moment-là, sur de la rénovation énergétique, mais qui pourrait être aussi, à ce moment-là, un renforcement des isolations intérieures, le travail avec des VMC double flux. Enfin, il y a tout un ensemble d'équipements qui permettent aussi de récupérer les calories du logement, mais aussi de travailler sur le confort d'été, parce que, compte tenu du dérèglement climatique, la problématique, certes, elle est sur les déperditions énergétiques, mais demain, ça va être de se protéger du chaud. Voilà. Donc ce travail sur la qualité la valeur patrimoniale, puisqu'on en revient un peu à cette dimension-là, la valeur patrimoniale du bâtiment est importante. Et c'est l'architecte à ce moment-là qui peut arbitrer en disant, compte tenu des calculs de déperdition ou d'isolation que je souhaite obtenir, je vais travailler plutôt par l'extérieur, par l'intérieur, et faire des choix sur le type de stratégie de rénovation. Alors Jean-Michel Voulkov, vous pouvez le passer un petit peu à la question. On peut vous apporter un micro pour que vous puissiez faire une remarque. Vous êtes d'accord pour qu'on vous passe à la question? Sauf peut-être passer à la question, parce que c'est un terme qui faisait passer pour la torture. C'est la torture, exactement. Donc ne torturez pas trop, s'il vous plaît. Donc on est à l'écoute si vous avez une remarque à faire sur le sujet. François Pellegrin. François Pellegrin, c'est ici au 2e rang. Merci beaucoup. On a un sujet avec la formation des jeunes architectes. À l'école d'architecture, celle que nous avons vécue, on est presque la même génération, le sujet de la rénovation était complètement écarté, oublié. Aujourd'hui, il n'y a pas encore, semble-t-il, cette prise de conscience dans la fabrication d'un architecte que le vrai sujet, le sujet des 50 ans à venir, c'est pas d'aller faire un Stade de France ou un Philharmonique, c'est réparer la ville. Alors, la question, c'est est-ce que l'UNSFA a une prise pour faire évoluer cet enseignement de l'architecture qui doit être remis sur les vrais sujets, les vraies cibles, pour que les architectes jouent pleinement leur rôle? Qui décide de ce qu'on met comme programme et comme module de formation dans les écoles d'archi? Alors, l'enseignement de l'architecture est bien évidemment dispensé par les écoles et fait partie du ministère de l'Enseignement supérieur, parce que c'est cadré aussi avec ce type d'enseignement. Là où on peut intervenir, et il me semble que c'est vraiment la clé de voûte, c'est sur la HMO-NP, c'est-à-dire la formation. Il y a une dame qui dit non. Le ministère de la Culture? Oui, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez répondre à madame? Ah, elle disait, madame, non, c'est le ministère de la Culture. Donc l'UNSFA, les architectes en général, ils sont sous la tutelle du ministère de la Culture. Donc ça, on l'a dit tout à l'heure. Et là, on parlait de l'enseignement dans les écoles... Pardon, prenez le micro. Les écoles aussi? Les écoles d'architecture relèvent aussi du ministère de la Culture? Oui, sauf que l'UNSFA et les professionnels n'interviennent pas sur les programmes. Non. Donc, par contre, il y a un programme qui est en cours. Il y a un programme spécifique, effectivement, au ministère de la Culture. Mais il y a un programme qui est en cours pour justement former les enseignants des écoles d'architecture à la rénovation. Pour qu'ensuite, ils forment leurs élèves. Un programme FIBAT qui est en cours de conception. Mais on est en 2023, bientôt fin 2023, et on commence à peine à... Il va falloir y aller. Ouais.
Voilà. Et les étudiants sortiront dans 5 ans, 6 ans, hors taxe. Donc sur cette question, est-ce qu'il faut que ça soit systématiquement enseigné à tous les zones d'architectes? Il faut qu'ils apprennent la rénovation? Bien sûr, parce que de toute façon, la construction, la France est un pays mature en termes de construction et d'équipement public. Après les 30 glorieuses, et depuis 30 ans, on a construit, reconstruit, rénové. Aujourd'hui, on est sur de la couture, je dirais, sur des choses un peu plus fines sur les équipements et sur la construction. Quand on se projette à l'échelon de 2050, la population de la France, même si j'ai une position un peu différente de celle du gouvernement, et quand je dis je, c'est au titre de l'UNSFA, hein, à titre personnel, en 2050, il y aura 69 millions d'habitants en France. Globalement, c'est la projection. On est aujourd'hui à 66-67. Donc on peut dire qu'à 2-3%, la population de la France ne va pas augmenter. Mais en fait, le positionnement des constructions sera différent aussi. On n'habitera pas forcément au même endroit. Et, il y a des renforcements sur l'arc méditerranéen et l'arc atlantique, simplement liés à un vieillissement de la population, des choix d'hébergement différents. Voilà, ça c'est un peu la prospective démographique aussi qu'on peut faire, et d'urbanisme. Oui, des mouvements de population. Oui. Ce qui veut dire qu'il faudra quand même continuer à construire, mais on construira beaucoup moins que ce qu'on a construit jusqu'à présent. Même si on est en déficit de logement aujourd'hui, les derniers chiffres qui sont donnés, moins 45% sur les permis de construire, moins 45%, 49% sur les réservations, sur les logements. Il y a 3 millions de personnes qui sont en attente d'un logement social. Donc il y a une vraie crise du logement. Est-ce que finalement ce sujet de la rénovation, ça remet le sujet du logement dans l'agenda politique? Est-ce que les architectes ils sont assez formés, pour revenir à notre sujet, et les architectes qui sont déjà en exercice sur comment on conduit des rénovations, et les jeunes qui vont sortir des écoles? Parce que le sujet que soulevait madame, s'ils sont formés dans 5 ou 6 ans, ça va prendre un peu de temps. Ça va prendre un peu de temps, et ce n'est pas en sortant de l'école qu'ils seront des professionnels aguerris. Donc ce que l'on souhaite, nous, au titre de l'UNSFA, c'est pour tous ceux qui souhaitent rentrer dans la HMO. Je rappelle que la HMO, l'habitation à la maîtrise d'œuvre en nom propre. En fait, c'est ce qu'on appelait les anciens DPLG. C'est donc la formation post... qui est intégrée au diplôme, mais qui est à la fin des études et qui dure 6 mois. Et ce que l'on souhaite, nous, vraiment, c'est que cette formation, elle dure 2 ans, qu'elle rentre aussi dans le cadre de l'apprentissage et de la formation continue, donc des fonds de formation de l'apprentissage, mais ce qui permettra aussi de former des futurs professionnels assez rapidement. C'est-à-dire que ceux qui sont déjà dans les écoles ou qui vont en sortir, y compris un certain nombre de professionnels, et on voit les gens qui s'inscrivent en HMO aujourd'hui, ils n'ont pas forcément 25 ans, ils ont plutôt 35-40 ans, donc c'est déjà des architectes qui ont travaillé dans des agences, qui ont eu un parcours professionnel. Et ils cherchent un complément de compétences. Et ils cherchent un complément pour pouvoir s'installer après à leur compte. Et c'est dans ce cadre-là où on peut, à mon avis, aussi rattraper un peu le temps perdu pour faire rentrer ces jeunes, entre guillemets, mais ces futurs architectes, mais surtout ces futurs professionnels, libéraux ou en société ou associés, peu importe, et qu'on peut les faire rentrer dans le cadre de l'innovation beaucoup plus rapidement, puisque je vous dis, dans le cadre de l'école, si le cycle de formation se fait en 2023, dans le meilleur des cas, les professionnels sortiront en 2030, et le temps qu'ils exercent un peu, ça fera 2035. Donc il faut y aller. On aura raté une marche. Voilà. Donc c'est maintenant qu'il faut y aller. Merci beaucoup d'avoir été attentif et d'être resté avec nous. Jean-Michel Voulkov, merci, président de l'UNSFA. Et puis on suit avec attention ce sujet des architectes de la rénovation. Et pour les gens qui ont des travaux à entamer, vous n'hésitez pas à aller solliciter les conseils d'un architecte parce que vous vous y retrouverez a posteriori. Voilà, j'ai fait votre promo là. Hein. Merci beaucoup. Vous pouvez aller sur notre site internet, vous aurez toutes les explications de l'UNSFA. Sinon, nous sommes basés à Paris, donc c'est facile de nous trouver. Merci beaucoup, on se retrouve tout à l'heure.